Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S808 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mai 2024. Cette émission vous est présentée par Think Tank et Shimoda, deux marques de bagagerie qui se rejoignent lorsque l'on évoque les sujets de durabilité et de responsabilité environnementale. Nous sommes toujours avec Marc Rabuto et Victor Lopez de Digitaccess pour notre émission dédiée au sac photo. Alors pour commencer, on vous propose d'écouter le témoignage de 3 photographes professionnels qui nous parlent de leur sac photo. Éric Bouvet, spécialisé entre autres dans la photographie de paysages en montagne, Éric Canto, qu'on a entendu il y a quelques secondes, spécialisé dans la photo de concert, et enfin Nicolas Dubois, photographe et vidéaste animalier. Alors, c'est toujours pareil, c'est la réponse de Normand. Tout dépend du sujet, tout dépend de la distance, tout dépend de l'investissement. Est-ce que c'est un sujet qui va durer des jours? Donc, le transport, évidemment, tu fais attention. Comment tu es? Souvent, je prends des sacs à dos de marche, de montagne, dans lesquels j'enveloppe le tout. Je mets dans des mousses, dans des choses adéquates pour pas que ça s'abîme. J'enfourne le tout là-dedans. Voilà. Alors des tailles différentes de sac à dos. Et puis quand c'est un sujet, voilà, avec mon GFX, très souvent, je suis très discret. Alors sauf là, je suis en vélo. Alors donc c'est dans les sacoches. Mais sinon j'emporte. Ça peut être un sac très vulgaire, n'importe quel sac. Ça peut être un sac de course pour aller faire ses courses au marché ou, euh, au supermarché. Donc comme ça aussi, je suis pas visible. On voit pas que c'est du matériel qui a un certain coût. Et voilà, je suis jamais dans l'exubérance. J'ai plus les sacs comme j'avais quand j'étais jeune, les sacs Domke, spécial photo, parce que d'abord ça se porte que sur une épaule. Et voilà, il faut être un petit peu intelligent, arriver à un certain âge et faire ça confortablement. Il y a quelques années, je me suis fait vraiment très très mal. Aux Orcanes de Belfort, en fait, j'ai eu des grosses douleurs au dos. Et donc, moi, j'avais un sac sur lequel j'avais un peu beaucoup de matos. Et je me suis rendu compte que je me flinguais le dos. Puis là, j'ai 2 systèmes de sacs. En fait, j'ai un sac à roulettes sur lequel je mets en fait mes 2 boîtiers, mes 70-200, mes grands angles, etc. Et à côté, j'en ai un beaucoup plus léger que je prends, mais c'est vraiment en fonction du concert. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est en fonction de l'importance du concert. Je suis à quelqu'un qui parfois peut-être un peu angoissé, peut-être un peu trop. Donc dès que je vais sur un gros truc, je veux toujours avoir un deuxième boîtier. Je veux pas me retrouver le bec dans l'eau. Donc pendant très longtemps, en fait, j'avais mes 2 boîtiers avec d'un côté ma longue focale et de l'autre côté un grand angle, mais en fait, j'étais pas à l'aise avec ça parce que dans mon mode de fonctionnement, j'essaie de prévoir à chaque fois. En fait, je change mes optiques, chose que d'autres collègues ne font pas en fait, ils ont tout le temps 2 boîtiers. Donc, en fonction, par rapport au sac photo, ou soit je suis monté léger, un Kilo Pro avec juste un boîtier, 2 optiques et puis un flash au cas où s'il y a un truc à faire en backstage. Soit je suis monté, et généralement quand je vais sur des festivals et c'est accessible, c'est-à-dire on peut avoir un sac à roulettes, j'en prends beaucoup, voire beaucoup trop. Nos sacs, je dirais pour la pratique de l'animalier, ou vraiment la photo de terrain, de montagne, où vraiment on prend beaucoup de matériel sur nous. Je pense qu'on vit tous des moments où on craint vraiment fort pour le matériel, de le briser. Et donc c'est vrai que moi, il y a plein de fois où le sac, je me suis demandé est-ce qu'il va tomber en fait. On le pose et il tombe et on se demande si le matériel il va résister. Moi, je me suis pris l'orage vraiment en montagne, de la grêle en août, des trucs un peu fous. Et donc, je pense que d'avoir un sac, disons, de qualité, c'est indispensable in fine. Et j'ai mis du temps, en fait, avant d'y arriver. En fait, moi, je fais beaucoup de photos dehors pendant parfois plusieurs jours. Je le transporte surtout en transport en commun. Et j'ai du matériel qui est volumineux, en fait, hein, des téléobjectifs, j'ai du drone, j'ai trépied. Donc, en fait, j'ai besoin d'un sac qui, déjà, ait du volume, qui puisse bien protéger. Il faut qu'il soit aussi pratique et agréable à porter, parce que quand on fait des randonnées avec des 900 dénivelés sur plusieurs jours, on a besoin aussi d'être à l'aise. Tout ça en restant, disons, dans un poids le plus limité possible, compact et avec de l'accessibilité. Bon, alors on voit déjà avec ces premiers témoignages que le sujet passionne et on peut tirer quelques premiers enseignements. Le premier, c'est que le sac photo, c'est extrêmement important.
pour un photographe, et j'imagine par ricochet pour un vidéaste, qu'il n'est pas forcément question d'un seul sac photo, mais de plusieurs sacs photo. Que les besoins dépendent évidemment du terrain d'opération des photographes, et enfin que la discrétion, le confort et l'accessibilité du matériel semblent être des critères de choix de premier ordre. Alors, c'est quand même assez dingue de se voir que, et je pense que je fais partie, et toi aussi Benjamin, de ces gens-là, que certains photographes ont une relation presque passionnelle avec leur sac photo. C'est pas un accessoire comme les autres, le sac Charnel. photo. Mais affirmatif me concernant. Oui, c'est vrai, j'allais dire tant mieux, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie du plaisir, du matériel, hein, parce qu'on se fait plaisir quand on utilise notre matériel, nos boîtiers, nos optiques, les trépieds. On investit beaucoup d'argent aussi dans ce matériel. Donc, on a envie qu'il dure, on a envie surtout qu'il n'arrive pas à un problème, une chute, comme le disait Nicolas tout de suite, ou qu'on soit confronté à une intempérie, une forte intempérie et que le matos en souffre. Donc, c'est effectivement important. Moi, j'ai juste noté deux, trois choses suite à ces interventions, en fait. Qui reviennent très souvent, hein, comme tu le disais Arthur. La première, c'est effectivement la discrétion, parce que surtout quand on est pro ou amateur averti avec du matériel, souvent plusieurs milliers d'euros, hein, ça va vite, on n'a pas envie de s'afficher, surtout en ville. Ensuite, le confort de portage, parce qu'effectivement, l'invité a parlé de mal de dos. C'est vrai que quand on veut partir avec 2 boîtiers, 2-3 optiques, alors je ne parle même pas d'un trépied et autres. Après, il y a bien sûr, si on emmène une gourde, si on emmène d'autres accessoires, un flash, que sais-je, tout de suite, ça monte vite, hein, les kilos. Donc, le mal de dos peut arriver si on n'a pas un sac qui est vraiment pensé pour accueillir autant de matériel et autant de charges. Après, le sac peut en pâtir, mais c'est surtout le photographe qui va en pâtir. Et la dernière chose, effectivement, c'est la protection. Comme je disais un peu comme tout à l'heure, hein, protection du matériel. On est en rando, on va se prendre une averse, un orage. Alors certes, maintenant, on a des produits techniques, on va en parler, on a des housses de pluie. Mais il suffit qu'on soit là, au milieu de la montagne, on n'a nulle part où s'abriter. Et donc là, le sac, il peut vite détremper. Et on n'a surtout pas envie que le matériel du matériel électronique derrière puisse prendre l'humidité. Et donc c'est vraiment important pour ça d'avoir un sac de qualité. Oui, puis il y a un autre mot-clé important qui a été prononcé, ou abordé, c'est l'accessibilité au matériel quand même. Parce qu'il faut que ce soit compact, il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit résistant, et il faut que ce soit accessible. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer un petit peu le sac idéal, quel que soit son usage ? Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis moi, tout ce que vous me dites, ça me fait penser à une liste de critères interminable. Donc, comme on disait tout à l'heure, une fois qu'on a trouvé le sac qui nous convient, parce qu'encore une fois, le sac qui me convient ne te conviendra peut-être pas forcément, ça va dépendre de l'activité, de la saison, de notre utilisation, du matériel qu'on a. Et c'est un petit peu comme les boîtiers. Un iconiste ne va jamais passer sur un Canon et inversement. Donc une fois qu'on a trouvé la marque qui nous correspond, on ne pourra plus changer. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, tiens. Ça, c'est intéressant. Moi, je suis une girouette en termes de sac photo. Hein. Autant, non, mais c'est super intéressant parce qu'autant je suis complètement d'accord en termes de boîtier. Une fois que tu t'es fait à la philosophie d'une marque ou autre, c'est tout à fait exact. Peut-être même pour les courroies aussi. Hein. On est tous un petit peu victimes de la tendance peak design. Il faut dire qu'ils ont très bien joué leur coup. Enfin, ça marche très très bien, leur système d'attache. En revanche, concernant les sacs, j'avoue, en tout cas à titre personnel, posséder peut-être 4-5 sacs que j'utilise très régulièrement, vraiment, et ils sont tous de marques différentes. Mais on va pouvoir en reparler, voilà. Mais je pense que le mot-clé, effectivement, vous l'avez prononcé tous les deux, même tous les trois, c'est l'accessibilité. C'est ce qui revient le plus souvent, parce que quel que soit son domaine de prédilection, qu'on soit, j'allais dire, juste
j'enlève le terme juste parce que je veux pas minimiser, mais dire on est juste photographe amateur, on va faire un voyage où on est photographe pro et on est au milieu de la montagne et on doit braver une tempête. On a besoin d'avoir un accès, même plusieurs accès à son matériel. Et souvent, on va vouloir réaliser une photo peut-être sur l'instant, parce qu'il y a une lumière qui se dégage, il y a quelque chose qui se passe et on se dit la photo c'est maintenant, et si je la prends dans 10 secondes, c'est trop tard. Donc il faut que j'ai un accès rapide à mon matériel. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a différentes typologies de sacs, qu'il y a plusieurs accès. On va en reparler. Il y a des accès, les fameux accès latéraux, arrière, Oui, dessus, parce que etc. comment inciter les gens à prendre des photos en dehors du smartphone ou à prendre un matériel? Il faut qu'il y ait un accès rapide. Parce que parfois, c'est bien plus simple de finalement prendre cette photo de l'instant, comme tu dis, avec son téléphone, alors que en ayant un accès plus facilité à son matériel photo, peut-être tu vas être tenté de le prendre avec toi plus souvent. Enfin, pour moi, c'est vraiment un critère indispensable, quoi. Oui, alors L'accessibilité. si je rebondis sur ce que tu dis, c'est même le critère de base, c'est-à-dire que comment faire en sorte que le sac, je l'emmène avec moi, et plutôt que de le laisser à la maison parce que Ah oui, c'est ah trop bah oui. lourd et que je vais prendre que mon téléphone. Ça, finalement. Alors évidemment, je ne parle pas d'un photographe professionnel, mais c'est aussi ça. C'est aussi de se dire, je vais avoir plusieurs sacs, je vais avoir plusieurs configurations, des configurations légères parce qu'effectivement, je vais faire une sortie urbaine d'une journée. Donc je vais peut-être prendre juste un hybride avec 2 optiques. Donc j'ai pas envie de trop de me charger. Je vais prendre un petit sac à dos dans lequel je vais pouvoir mettre aussi une bouteille d'eau, mettre des affaires personnelles, etc. Pourquoi pas même de quoi grignoter dans la journée. Et puis après, je sais que je vais sur un spot. Et là, j'ai besoin d'emmener une longue focale, un boîtier plus sérieux. Donc là, je vais avoir besoin. Voilà, le besoin est différent. Je vais avoir besoin d'un autre sac. Mais encore une fois, on a chacun nos besoins et comme le disait Victor tout à l'heure, en fonction de l'opportunité, de l'usage, du matériel qu'on va prendre, de la météo et puis du type d'image qu'on veut faire, et effectivement, on va trouver en fait le sac qui s'adapte à notre besoin. Et c'est pas en fait le besoin qui va forcément faire le sac. Ouais, mais alors là, vous parlez de critères extrêmement techniques, pragmatiques, rationnels. Moi, j'ai une relation encore plus fucked up avec les sacs. Pour moi, l'objet en lui-même est important, son design, son toucher, l'envie et le plaisir de le posséder. Moi, je peux me dérégler sur Mais un ça va avec, salon en ou fait. dans un magasin si je vois un sac sur lequel je flash, truc absolument pas prévu, je peux me dérégler et l'acheter direct, quoi. Oui, mais ça va avec. Mais ça participe aussi du plaisir que tu vas voir le prendre et le sortir. C'est vrai qu'on était plus... Et ça précède même l'accessibilité. Et tu as complètement raison d'en parler. On va y revenir. Cet aspect, c'était d'ailleurs ta première question tout à l'heure, Arthur, l'aspect charnel et la relation à l'objet. C'est quand même de beaux objets. On a vachement progressé sur les designs, sur les matières. Et c'est vrai qu'on a envie... on enfile des avoirs. Donc, moi, je citais les 4-5 sacs que j'utilise, ont tous d'ailleurs des matières aussi, des touchés différents, et ça participe de ça. Et c'est peut-être le premier truc à aborder, l'ergonomie, ou qu'est-ce qui va faire que la matière, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller vers tel ou tel sac, les coloris, etc. C'est un objet d'abord attrayant. Mais ensuite, ce qui va faire qu'on va le prendre ou pas le prendre, c'est la compacité, la facilité d'accès ou pas. Enfin voilà, tout va ensemble hein, quand même. Après, moi, si je rebondis sur ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, ce que les photographes cherchent, ce n'est plus un sac photo, c'est un sac tout en un qui fait photo et un petit peu plus. C'est vrai, et qui même soit discret en fait. Hein. C'est un truc qui revient. Bon, on parle beaucoup en ce moment de vol dans les trains. Il y a beaucoup de photographes qui se font piquer du matériel. Et notamment, je cite les trains, je n'ai rien contre la SNCF, au contraire. Mais c'est des cas de figure qui reviennent très fréquemment. Et je crois que cette volonté de discrétion, c'est Eric Bouvet qui en parle dans son témoignage. Hein. On peut même prendre des sacs à dos classiques, mettre un support, un compartiment amovible à l'intérieur, on le transforme en sac photo. Je veux dire, ça existe aussi. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté de polyvalence, absolument. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être naïvement penser, ce qu'il faut savoir, c'est un sac photo, c'est un produit d'ingénieur et de designer qui intègre beaucoup de technologies. Alors l'objectif des fabricants est relativement simple,
C'est proposer des produits qui s'adaptent aux différents usages et aux nouveaux matériels photo et vidéo. L'arrivée, la démocratisation des hybrides est passée par là. Des produits qui permettent de transporter et protéger les équipements avec le plus de confort et de sécurité possible, et des produits qui sont dans l'air du temps, que l'on prend plaisir à porter et qui sont en quelque sorte à l'image de notre personnalité. Le cahier des charges de la conception d'un bon sac photo, c'est abyssal. Et je pense que ça pourrait être la conclusion de notre émission. Le sac photo idéal n'existe pas. Alors, peut-être que vous allez pouvoir un peu nous parler des différentes technologies, techniques, matériaux récents, modernes, nouveaux, qui sont utilisés dans les sacs photos. C'est un peu terminé, là, le temps de la besace en cuir hyper épaisse. Maintenant, on est sur des matériaux high-tech. Oui, à l'instar de tous les produits outdoor, comme on dit en bon français, les vêtements techniques, que ce soit des vestes, des sacs de rando et autres, les sacs photos sont évidemment concernés par ces avancées techniques. Et dans l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que le sac il soit léger, il faut qu'il soit résistant aux intempéries, mais aussi, on les malmène, les sacs, donc il faut qu'il soit résistant aux déchirures, résistant à l'abrasion, il faut qu'il soit étanche, etc., etc. Donc l'idée, c'est que il faut que le matériel à l'intérieur soit protégé, j'allais dire, des chocs, des intempéries, de l'humidité, etc. Mais c'est vrai que quand on les transporte, surtout quand on les charge beaucoup, on les malmène, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tous les compartiments en mousse à l'intérieur, ils vont subir des compressions. Le sac en lui-même, il va se déformer, donc on a besoin d'avoir quand même une structure rigide. Mais en même temps, si on le rigidifie trop, il va devenir lourd. Et inconfortable. Donc c'est toujours c'est toujours un compromis. C'est comme les trépieds. Nous aussi, on vend des trépieds. On veut toujours le trépied le plus petit, le plus léger, et qui monte le plus haut et qui soit le plus rigide possible. Donc le sac, c'est un peu pareil. C'est toujours des compromis. Et à la différence qu'un pied, c'est relativement simple, entre guillemets, par rapport au nombre de pièces, alors que dans un sac photo, on ne se rend pas compte, mais c'est des centaines de pièces différentes qui constituent un sac. Et toutes ces pièces ne sont évidemment pas fabriquées avec les mêmes matériaux. Et surtout, on parlait de critères de légèreté, de robustesse, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis quelques années, avec certaines compagnies aériennes, il faut que le sac soit éligible à pouvoir rentrer en cabine. Et ça, il faut que le sac il faut qu'on emporte le plus de matériel possible, dans un sac le plus petit possible, le plus confortable possible, qui passe en cabine. Donc forcément, ça oblige les marques à de plus en plus d'investissements en R&D et à innover sans cesse d'année en année. Et ça peut expliquer en partie pourquoi certaines marques, et voire la plupart des marques, mettent maintenant un petit peu plus de temps à sortir de nouvelles gammes, puisque pour se démarquer, il faut toujours sortir une innovation qui va vraiment changer quelque chose et apporter un petit plus, tout en répondant aux critères qu'on vient de citer juste à l'instant. Il y a ces critères-là, et puis il y a aussi les critères environnementaux, désormais, qui deviennent de plus en plus importants, même pour les utilisateurs. C'est toujours mieux d'acheter quelque chose qui a une empreinte carbone un peu plus décente. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut peut-être expliquer cette fréquence de sortie un petit peu plus, ma foi, distanciée par rapport notamment au matériel photo ? Oui, tout à fait. Et puis, on peut l'aborder de différentes manières. Par exemple, Shimoda, eux, l'abordent déjà d'une manière. La marque a été créée en 2017 par un aventurier. Donc, la marque est faite par un aventurier, pour les aventuriers, quelqu'un qui est un amoureux de la nature. Et donc, son but, c'est clairement pas de dénaturer les environs et les paysages qu'il va pouvoir aller photographier. Ils se sont même associés à l'association Give Back to Nature, qui est une communauté de photographes engagés dans la régénération des paysages naturels touchés par la déforestation.
est créé par une personne qui fait partie déjà de la team Shimoda, donc qui est déjà un adepte de la marque. Et donc, Shimoda reverse tous les ans 1% de son chiffre d'affaires à cette cause. Mais ça, c'est une partie. Mais par exemple, on a la marque aussi Think Tank qui, eux, ont choisi une manière un petit peu différente d'aborder cet aspect d'éco-responsabilité. Et eux, l'idée, c'est de construire le sac le plus robuste, le plus... c'est vraiment le sac qui va vous durer toute une vie. Par exemple, j'ai 2 histoires qu'on a eues, que 2 clients nous ont fait part récemment. Ça s'est produit aux États-Unis, où la première histoire, c'est un client qui a eu un accident de voiture malheureusement sur l'autoroute à plus de 75 km/h. Le sac a été, la voiture est morte, le sac a été vraiment très très mal mené, et à part les bouchons d'objectifs, tout son matériel a été retrouvé intact et utilisable. Et la seconde histoire, c'est une personne qui a perdu son sac dans la nature pendant plus de 10 ans, que quelqu'un l'a retrouvé dans un buisson. Il avait pris l'eau, il avait pris la tempête, il avait pris tout ce qu'on peut imaginer. Son sac à l'intérieur était intact. Donc c'est vraiment 2 manières de voir les choses. Ça me fait penser un peu l'histoire qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps là, sur la fameuse Stanley Cup là, aux US, avec la voiture qui avait pris feu et la thermos où il y avait toujours les glaçons à l'intérieur. D'ailleurs, je précise que Stanley Cup a offert la voiture, une voiture de remplacement à la personne qui avait subi le dommage. Ou des cartes mémoire noyées qu'on retrouve et dont on peut toujours extraire les toujours données. des histoires comme ça, des histoires assez fascinantes. Qui ressortent. Ouais. Mais est-ce que le conducteur va bien dans ta première histoire? Oui. Dans la première histoire, tout le monde va bien, heureusement, sinon on n'aurait pas raconté. Il avait une veste Think Tank. Non, mais il avait attaché sa ceinture. Donc attachez tous votre ceinture et protégez bien votre matériel. Et au niveau design aussi, les choses, je trouve, évoluent vraiment dans le bon sens sur les sacs. Il y a vraiment du choix pour tous les goûts. Alors, on va retrouver des designs hyper modernes ou à l'opposé des designs très rétro. Il y a un énorme effort qui a été fait sur les lignes, le dessin et sur la discrétion. Finalement, maintenant, si on ne s'y connaît pas, ça devient de plus en plus difficile de détecter et de reconnaître un sac photo. C'est vrai, parce que les designs sont de toute manière, c'est complètement subjectif. Un sac va plaire à l'un, il ne va pas plaire à l'autre. J'allais dire déjà, en fonction de l'âge de l'utilisateur, peut-être un jeune va être plus attiré par quelque chose de coloré, de plus fun, de plus urbain, et un photographe pro va plutôt rechercher la discrétion et du confort. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une offre aussi large. Après, on va en parler, j'imagine, mais il y a aussi les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des usages mixtes qui vont être photos, qui vont être voyages. Donc on va partir avec un sac dans lequel on va pouvoir mixer à la fois du matériel et ses habits de voyage. C'est pour ça qu'on voit des constructeurs sortir également, par exemple, des trousses de toilette ou autres, pour pouvoir venir en fait compléter leur sac. On vient faire un espèce de Tetris en mettant un cube pour ses affaires personnelles, un autre cube pour mettre du matériel photo, et puis entre les deux, je vais mettre mes affaires de toilette. Donc c'est vraiment à la carte, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à la carte et c'est une tendance, c'est ce que disait Victor tout à l'heure, et cette tentation du tout en un peu, quoi. On a l'impression qu'avec maintenant un sac, on va pouvoir finalement un peu tout faire. Enfin, c'est ça, en fait. Si on a un sac qui nous plaît, comme tu le disais, Arthur, parce qu'effectivement, on est aussi sensible au design du sac, c'est aussi important. On a envie de l'avoir avec soi. On a envie aussi de l'utiliser, pas que pour les sorties photos. On va vouloir l'utiliser pendant ses week-ends, moi, etc. c'est même mon premier critère. C'est-à-dire qu'il faut avant tout que ce sac me plaise et puisse subvenir à mes besoins quotidiens avant tout, et puisse en plus, quand j'en ai envie, et si j'en ai besoin, transporter comme il se doit mon matériel photo.
Bah pour ça, les supports, c'est un des critères, ça aussi, hein. Est-ce que le compartiment photo est amovible ou pas? Il l'est maintenant de plus en plus souvent, hein. Ouais. Oui, on a vu l'évolution, hein, il y a quelques années, on avait, à part quelques marques qui ont vraiment lancé le concept, c'est vrai que c'était le sac à dos classique avec ouverture à l'avant ou ouverture à l'arrière, avec des séparateurs à scratch, et puis point barre, quoi. Alors maintenant, on va essayer de structurer un peu les choses pour tenter de s'y retrouver. L'offre en termes de sacs photo est assez importante et il y a beaucoup de modèles différents que l'on peut quand même ranger dans quelques familles ou quelques catégories. Alors on va commencer par parler de la famille des sacs peut-être la plus répandue, la plus connue, la plus évidente, peut-être même le premier sac photo que l'on s'achète quand on possède un bel appareil photo, c'est finalement le sac en bandoulière. Grand classique. Alors, est-ce qu'on peut essayer de dresser en quelque sorte le portrait robot du sac bandoulière et de lister ses avantages et ses inconvénients? Alors, d'abord, je vais préciser, moi je parlerai plutôt avant de parler de bandoulière, de sac d'épaule, parce que c'est plutôt ça. Oui, ça revient au même, mais oui. Alors, je vais faire un distinguo parce que. Voilà, ça y est, on fait de la sous-catégorie dans la catégorie là. Ah, on est dans l'univers du sac. Un parce univers complexe et impitoyable. Sac d'épaule et sling ou bandoulière en bon français, pour moi, c'est pas forcément la même chose, même si le sling se porte sur l'épaule. Mais disons que c'est vrai que le premier sac qu'on achète tous, quand on a un premier kit photo, bien souvent on l'achète en même temps. C'est effectivement le petit sac dans lequel on va venir mettre notre ensemble. Et ça, effectivement, ça va se porter à l'épaule parce qu'on est sur un ensemble qui est relativement léger, qu'on va venir au fur et à mesure. On va racheter après un sac un peu plus grand pour pouvoir venir le compléter. Et effectivement, après, on a les sacs à bandoulière, donc qui vont cette fois-ci non plus venir se mettre sur une seule épaule, mais venir se mettre en fait en travers du torse, et qui vont permettre en fait de pouvoir venir faire coulisser le sac, c'est-à-dire quand on n'utilise pas son matériel, en fait le sac est dans le dos, et quand on a besoin de justement encore une fois d'accessibilité, on va venir faire venir coulisser donc c'est le modèle sling qui avait beaucoup la cote, il fut un temps, notamment popularisé par Love Pro. C'était une grosse mode à une époque. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une époque, et c'est vrai que ce type de produit, alors après a été relancé, mais effectivement avec plus un usage un peu plus urbain, un peu plus discret. Avec il y en a chez Think Tank. Hein. Des designs, il y en a chez Think Tank. Mais c'est vrai que par exemple, comme on a aussi la chance de distribuer Peak Design, on sait que les Sling Peak Design en 3 litres, 6 litres notamment, et aussi en 10 litres, se sont énormément vendus. C'était même quasiment les best-sellers en termes de volume, parce qu'effectivement, ça correspondait à un usage urbain. Moi, j'ai un 3 litres, c'est vrai que quand très discret, j'ai juste besoin d'emmener un guide de voyage et un petit hybride, ça suffit largement, et on n'est pas chargé avec ça. Et c'est vrai que et en plus, c'est très sécurisant parce qu'on l'a contre soi. Et effectivement, quand on est dans les transports ou quand on est sur un lieu touristique, on n'a pas forcément envie d'avoir le sac sur le dos parce qu'effectivement, on sait que ça peut attirer des convoitises. Et là, Benjamin, tu parlais de Think Tank avec les sacs Sling. Ils en ont même relancé une nouvelle gamme cette année avec les mirrorless version 2, avec justement un design un petit peu nouveau, un petit peu plus urbain, un petit peu plus jeune, pour garder toute la discrétion, mais aller toujours essayer d'innover et d'aller chercher un petit peu plus, on va dire, d'agrandir la cible. Oui, on peut notamment y glisser des X100. On peut dire ce type de produit-là. C'est des sortes de super sacoches qui ont d'ailleurs des housses anti-pluie, ça faut le préciser. C'est pas toujours gagné, qui sont détachables la plupart du temps. Parce que finalement, on parlait tout à l'heure du premier sac photo. Il y a eu une époque, et elle est un peu révolue cette époque-là, où on achetait un compact super zoom ou un bridge, et on s'achetait sa sacoche pour le coup à l'épaule. Et bon, à ce temps-là, il est un peu terminé quand même. Là, on est passé à cette catégorie-là que tu cites chez Think Tank, et puis après, au-dessus, dans la catégorie des sacs d'épaule. Bon, en tout cas, avec ces sacs,
ce qu'on peut dire naturellement, c'est que la capacité de transport est quand même relativement limitée, hein. On imagine un boîtier, peut-être 2 optiques, grand maximum, 2-3 petits accessoires et puis les affaires du quotidien. Il y a souvent euh, qu'une seule manière d'accéder au boîtier, généralement par le dessus du sac. Et on va pas se mentir, dès que ça commence à peser sur des longues périodes de transport, ça devient totalement inconfortable, voire limite douloureux En fait, c'est ça. pour transporter son matériel. Souvent, la limite de portage est plus la limite physique de la personne qui porte. Parce que des fois, on peut être bluffé par la quantité de matos qu'on peut mettre dans des sacs d'épaule. Je peux en témoigner, mais je peux témoigner de mes séances d'ostéo aussi. Et il faut du coup varier l'épaule ou le tenir en bandoulière d'un côté, puis alterner. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Quand je transporte un ordinateur portable, un petit peu de matos, ça allège un petit peu les choses quand même. Bon. Allez, on continue avec probablement la famille, et j'imagine que Marc, tu vas encore me trouver des sous-catégories dans cette catégorie. La famille des sacs peut-être la plus utilisée par les photographes de terrain, à savoir le sac à dos. On vous propose d'écouter le témoignage d'Achille Martinon de la boutique spécialisée IPLN nous parler du marché des sacs à dos photo. De par la taille en fait d'emport, hein, le sac à dos photo et effectivement souvent le second sac qu'on va acheter après un sac bandoulière en fait qui nous permet voilà de souvent mettre le premier boîtier avec 1-2 optiques et voire 3 pour les plus grosses, mais très vite en fait on voit que la clientèle après se dirige vers le sac, donc effectivement le sac à dos vient souvent en second temps dans le choix du transport de matériel. Effectivement, il y a ces 2 grandes catégories que je citais rapidement qui sont effectivement les sacs à dos techniques, les sacs à dos d'aventure, de nature, plutôt typés randonnée, grande balade, etc. Et de l'autre côté, les sacs à dos urbains dont je parlais, qui viennent de plus en plus à la mode avec un côté plus habillé. Donc, dans les 2 cas, on va dire le sac à dos technique, ses gros avantages, ça va être, c'est généralement une grande capacité d'emport. Je pense notamment à la gamme Action de chez Shimoda qui monte dans des tailles vraiment très grandes. Donc, ça permet d'avoir des capacités d'emport qui sont vraiment intéressantes avec un confort parce que c'est des sacs qui sont faits pour porter beaucoup. On peut avoir du 30, du 70 litres, du 50 litres. Donc, on a quelque chose qui est fait pour en porter beaucoup et qui est confortable, même très bien rempli. Et de l'autre côté, on va avoir des sacs qui sont souvent parfois un petit peu moins confortables peut-être, avec notamment la gamme Peak Design, mais qui sont, on va dire, moins faits pour un grand emport et des longues marches, mais plutôt pour ce côté quotidien, avec par contre une grande praticité, tout un tas de poches, tout un tas de petits endroits où on peut mettre l'ordinateur, les petites batteries, voilà, des petites poches malines qui vont être super pratiques au quotidien. Donc effectivement, on a vraiment ces 2 grandes catégories très, très distinctes. Si je dois donner une fourchette de tarifs avec des exemples de marques, par exemple, on peut commencer chez Tenba dans autour de un peu plus de 100 euros, qui vont commencer voilà, un peu en dessous des 20 litres. Et puis après, on va monter avec notamment la gamme Peak Design. Alors, on reste dans du sac quand même assez haut de gamme hein, très vite, mais bien plus résistant, bien plus intéressant en termes de qualité, où là, on va se rapprocher plutôt des 300 euros pour un sac. Et après, si on arrive sur la gamme baroudeur de sacs de nature, là, on peut monter jusqu'à des tarifs à 400, 500, voire 600 euros quand on compte le sac, son insert. Mais évidemment, c'est des sacs très gros, adaptés à beaucoup de matériel. Donc, il y a aussi un vrai intérêt à mettre ce genre de budget-là quand on baroude avec. Alors moi, il y a un sac à dos technique qui m'a toujours fait délirer. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer parce qu'il est proposé par Think Tank, mais c'est pas de la marque Think Tank, c'est la marque Mindshift avec ce sac à dos qui a la banane magique là qui se retourne. Ça marche vraiment ce truc-là ou pas? Oui, alors maintenant, c'est la même marque. Ah, ok. Mindshift est une catégorie de think tank. Ah, c'est ok. Et ce à quoi tu fais référence, c'est le think tank rotation. Donc maintenant, cette banane magique, c'est le sac à dos. Vous venez le mettre sur votre dos et vous faites un geste d'arrière vers le devant et au lieu de venir porter votre sac, le poser par terre, l'ouvrir, vous avez juste cette banane que vous venez tirer vers l'avant pour ouvrir
prendre le matériel et prendre votre photo. C'est le principe on va du dire sling. Hein. cette astuce a même été brevetée par Think et est beaucoup appréciée par les baroudeurs, on va dire, qui emportent beaucoup de matériel et qui emportent parfois deux caméras et qui n'en ont besoin que sur le coup que d'une petite pour vraiment les shots express. Le témoignage qu'on vient d'écouter, j'ai trouvé super intéressant et il y a notamment des choses qui sont pointées, 2 choses, je trouve. Enfin, il y a le prix déjà dans cette catégorie et la modularité, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir un petit peu à la carte les inserts à l'intérieur, qui sont d'ailleurs fournis ou pas fournis. Des fois les housses aussi, anti-pluie, qui sont fournis ou pas fournis. On en est où sur tout ça à l'heure actuelle dans cette catégorie donc des sacs à dos? Alors, difficile de faire une généralité pour toutes les marques. Hein. On peut évidemment, bien sûr, parler de Syntank et de Shimoda. Les housses anti-pluie, elles sont fournies. Hein, elles sont fournies avec. C'est pas toujours le ça cas. n'a pas toujours été le cas. Hein. Par exemple, les Action X première génération n'étaient pas fournies. Ça n'était pas fourni. Donc là, elles le sont maintenant avec la dernière génération. Alors, les housses de pluie, c'est toujours pareil. Hein, même si on l'utilise qu'une fois dans l'année, on veut toujours l'avoir. Et quand on achète le sac, on fait toujours attention à ce qu'elle soit bien fournie avec, même si on ne l'utilise pas. Mais on n'a pas encore trouvé des matériaux imperméables pour faire ce... Quand on voit les progrès qui ont été faits sur les vêtements techniques de haute montagne, bon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais le Gore-Tex, le machin, le truc, le bidule, j'ai quand même la sensation que la housse plastoc qu'on vient, qui permet de recouvrir le sac en cas de forte pluie, c'est... Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, mais effectivement, c'est peut-être un sujet sur lequel les marques ne communiquent pas. Alors, peut-être parce que la fameuse housse anti-pluie, il y a aussi peut-être un effet psychologique. Se dire, je mets ma housse anti-pluie, donc un peu comme moi, je vais mettre mon manteau de pluie, donc je suis sûr d'être au sec. Mais il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure en introduction, là, aujourd'hui, on est sur vraiment des produits et des tissus techniques. Donc, c'est pas juste du nylon qui est tissé, mais on a vraiment des enduits dessus qui sont imperméables, vraiment. Water repellent, comme on dit. Voilà, le fameux DWR, là, effectivement. Alors, et là, je rebondis sur le sujet de l'éco-responsabilité, c'est que ces fameux enduits, en fait, on va retrouver, et là aussi, il faut faire attention, selon les marques, on peut avoir des produits chimiques dedans, hein, ces fameux produits chimiques, ces polluants éternels dont on parle pas mal en ce moment, qui permettent justement à l'eau de ne pas pénétrer, de ne pas pénétrer dans le tissu, mais vraiment de ruisseler sur le tissu, un peu comme du téflon dans une poêle. Mais ce sont des produits effectivement qui sont très polluants et très nocifs pour l'environnement. Donc des marques, là aussi premium, comme Syntank et Syntank Mindshift ou Shimoda, font attention à utiliser effectivement des enduits comme ça qui sont respectueux de l'environnement et mais qui malheureusement, j'allais dire, sont peut-être un peu moins efficaces. Mais c'est toujours l'objet d'une recherche. Hein, justement, on parlait tout à l'heure des délais de sortie de nouveautés produits, parce qu'il y a des recherches en amont, hein, forcément, entre chaque lancement. Et c'est toujours l'objectif de se dire comment je peux sortir un produit technique efficace, mais éco-responsable, et avec un produit durable. C'est toujours un peu le challenge, et c'est important. Et donc, pour revenir sur la housse anti-pluie, donc certes, c'est un produit, on va dire, basique et efficace, mais aujourd'hui, la très grande majorité des gammes, surtout les gammes aventure, peut-être un peu moins les gammes urbaines, justement, parce qu'on est sur des typologies de produits qui vont être plus une sortie de quelques heures en ville, alors que sur un produit de rando, où on va peut-être partir 3-4 jours, faire du bivouac, etc., où on va peut-être se prendre des averses. Là, on n'a pas toujours le temps de sortir la housse anti-pluie, on peut se prendre un orage sans être prévenu. Là, on a quand même besoin d'avoir un produit technique. Ouais, et puis surtout, on entendait Nicolas Dubois tout à l'heure parler de son Shimoda. On lui a fait tester justement son Action X70, si je me rappelle bien, justement
pour ce terme de waterproof, parce que waterproof, est-ce que c'est une pluie fine, est-ce que c'est une grosse pluie, ou est-ce que c'est je peux le tremper dans l'eau, le sortir, etc. Et il a sorti même une vidéo YouTube que vous pourrez aller voir sur son compte YouTube, où il est vraiment en pleine forêt, dans la rivière, avec son sac. Et il fait le test justement de waterproof ou non. Bon, je vous dis pas qu'il a laissé son sac pendant 5 minutes sous l'eau, mais son sac a bien été au contact de l'eau dans la rivière et son matériel était intact en sortant. Non, mais c'est très important de mener ce genre de test et je veux adresser un petit clin d'œil à la personne qui est pour moi, qui était en tout cas le meilleur testeur de sac en France, Laurent Katz, qui à chaque fois qu'on lui confiait un sac à l'époque du monde de la photo, prenait des douches avec. C'est-à-dire qu'il sortait la housse anti-pluie, prenait des douches de 5 minutes. Alors là, en écologie, on repassera, mais j'espère que c'était des douches froides, hein, je lui demanderai. Mais pour le coup, on avait un test très fiable sur ce point-là. Et moi, c'est un point auquel je suis. Enfin, j'aime bien le bivouac, la rando, tout ce genre de choses. Et en itinérance, et c'est vrai que c'est des critères primordiaux. Oui, et puis on voit que sur un sac, forcément, on parlait de prix tout à l'heure, de différence de prix. Un sac plus urbain n'aura pas la même résistance à l'eau qu'un sac qui est fait pour la rando, Naturellement. pour aller au Canada par moins 40 degrés, pour aller dans la neige, etc. On aura besoin de matériaux différents, d'où l'écart de prix et d'où les différences de résistance et la nécessité ou pas d'avoir une housse anti-pluie. Bon, en tout cas, sur les sacs à dos, déjà, ça résout en quelque sorte un certain nombre de défauts qu'on pouvait trouver aux sacs d'épaule ou de bandoulière. Marc, à savoir qu'on peut emporter plus, que c'est plus confortable, qu'on peut naturellement venir y fixer tout un tas d'accessoires, que ce soit photo ou pas. Dessus, il y a toujours des systèmes de sangles, d'accroches assez bien pensés. Et surtout, avec un sac à dos, on peut avoir plusieurs manières d'accéder à son matériel. Par le dessus, naturellement, comme dans n'importe quel sac, sur le côté et par l'arrière, avec le sac posé au sol. C'est bien ça? Oui, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on peut accrocher des accessoires, c'est sûr, mais par exemple, alors des accessoires photo, bien sûr, un trépied ou autre, mais quand on fait de la montagne, par exemple, ou de l'escalade, eh ben, on va vouloir mettre ses piolets, baudrier, son casque, des skis, par exemple. Et ça, par exemple, avec la gamme Shimoda Action X, justement, qui est vraiment une gamme dédiée à l'aventure, eh bien, toutes ces options-là, en fait, existent. Ces options qu'on n'aura pas sur la gamme Explore, qui est plus une gamme, effectivement, on va dire, plus typée randonneur ou paysage. Mais l'Action X, qui est vraiment, lui, pour, on va dire, la photo d'action, où on va avoir un porte-casque, on va pouvoir justement fixer tout ce genre d'accessoires auxquels on ne pense pas forcément, mais c'est vrai que dans quelqu'un qui pratique l'escalade ou qui va être souvent en montagne, et a fortiori qui va faire du ski, eh ben, il sera bien content d'avoir un système de fixation pour pouvoir mettre sur son Action X. Je vais même aller plus loin, Marc. Shimoda vient de sortir son nouveau sac urbain Urban Explore et ils ont fait attention à ce que faisait la compétition en termes d'accessoires et sur une des deux bretelles, vous avez un petit, on va dire une bretelle qui est séparée en deux pour pouvoir y mettre un capture clip. Parce qu'aujourd'hui, nous on a la chance de distribuer Peak Design en France, mais on ne voit pas ou très peu de photographes sans à minima un capture clip. Et il y avait pendant des années, on nous a envoyé des mails, des messages sur Instagram, partout. Mes bretelles sont trop grosses pour le capture clip, une version 3, etc., etc. Et là, on a une marque qui s'est dit, au lieu de venir faire concurrence et de sortir un nouvel accessoire qui n'aura pas l'aura qu'a le capture clip, on va être plus intelligent que les autres, on va l'intégrer directement dans notre sac et comme ça, nos utilisateurs n'auront pas besoin de changer de sac et pourront y attacher tranquillement leur capture. Et puis pour l'avoir testé, ce modèle, je confirme, mais ça fonctionne et c'est très bienvenu parce que des fois, il faut forcer un peu du coup avec des sangles qui ne sont pas compatibles et c'est pas terrible parce que du coup, l'écart est un peu trop important. Enfin,
c'est pas confort. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on a abordé, le fait d'ajouter des accessoires et tout, notamment ce dernier modèle, là, Urban Explorer de Shimoda, ce qui est vachement bien, c'est qu'il a pris en compte aussi le fait que maintenant on peut glisser systématiquement des bouteilles d'eau sur les côtés des gourdes, qui sont plus en plastique la plupart du temps, qu'on a tout le temps avec soi. Donc d'un côté on peut mettre un trépied, on peut mettre quelque chose, et de l'autre on peut mettre une gourde aussi. Et ça commence à être un petit peu aussi systématisé sur les sacs à dos, ce qui n'était pas le cas avant sur les sacs photo classiques. Donc c'est bien, on commence à avoir quand même ce sac qui peut être à la fois un sac du quotidien, à la fois un sac photo, un sac de week-end. Donc on se rapproche d'un truc un petit peu multifonction, quoi. Bon, voilà pour les deux grandes familles que sont les sacs bandoulières et d'épaule et les sacs à dos. Mais ces deux grandes familles ont toutes les deux en commun un défaut, d'une certaine façon, c'est que ce sont des sacs relativement souples et donc mécaniquement avec une protection du matériel en cas de choc qui peut être un peu limitée. Pour aller au-delà et résoudre littéralement ce problème-là, on peut se tourner vers la dernière grande famille des sacs photo. Alors, c'est plus vraiment des sacs, c'est des valises. On connaît tous, je pense, le modèle ultime de la valise, qui est la pellicaisse en plastique dur moulé qui peut tout à fait servir d'escabeau ou de marchepied au besoin, mais sans tomber dans cet extrême-là. Il y a beaucoup de choses qui existent dans la catégorie des valises, donc des systèmes de transport rigides de matériel photo. On y va, même exercice, avantages, inconvénients, et à qui ça s'adresse? Alors la valise, moi je dirais que plus... Alors bien sûr, il y a la protection, évidemment, mais c'est surtout, et un intervenant le disait tout à l'heure, c'est surtout pour transporter beaucoup de matériel, ou quand ça peut devenir relativement lourd, y compris sur un sac à dos. Le fait de pouvoir se séparer de ce matériel et de pouvoir le mettre dans une valise, et donc équipée de roulettes, bien sûr, ça va, là, on n'a plus le problème du poids, puisqu'effectivement, tout le matériel est destiné à être mis de côté. Voilà, on a simplement, bien sûr, à s'assurer de l'avoir à côté de soi. Mais ça permet de pouvoir emmener beaucoup de matériel, et surtout qu'on a différentes tailles de valises, sachant que la seule contrainte de la valise, quand on prend l'avion, c'est effectivement le bagage cabine. Voilà, mais après, on n'a plus de limite de poids. On a une protection vraiment idéale parce que, effectivement, là, on va en reparler parce que c'est vraiment le cœur de gamme de Syntank, hein, la valise. Ils ont démarré il y a une vingtaine d'années en développant des produits pour les photojournalistes. Et comme, évidemment, ça a démarré aux États-Unis, on sait qu'aux États-Unis, ils prennent l'avion comme nous, on prend la voiture. Donc, ils avaient absolument besoin d'avoir des produits techniques pour pouvoir protéger et transporter leur matériel quand ils allaient d'un point à un autre. Et donc ça c'est vraiment l'avantage de la valise. Après, bien sûr, l'inconvénient, c'est les roulettes sur un terrain accidenté, c'est compliqué. C'est pas possible. Il y a des valises sac à dos aussi. Et quand on a effectivement beaucoup de matos, ça pèse lourd. Donc quand il faut soulever sa valise, hein, c'est comme quand on part en voyage. Quand il faut descendre des escaliers avec une valise lourde, c'est compliqué. C'est des assistants. Donc après, voilà, le mieux c'est un assistant. Voilà, c'est ça. Ouais, très bien. Et sinon, après, il y a effectivement une alternative, et ça fait partie aussi d'un des best-sellers de Syntank, c'est d'avoir un mixte entre une valise avec des bretelles pour pouvoir le porter en sac à dos s'il y a besoin, voilà, s'il y a un escalier, s'il y a un terrain accidenté ou autre, ou si on n'a pas d'assistant. Et puisqu'on parle de valises avec la possibilité de les porter façon sac à dos, j'aimerais juste préciser et peut-être avoir votre avis aussi là-dessus, sur le fait que les sacs à dos classiques ont fait vachement de progrès en termes de rigidité. On disait tout à l'heure que... Bon, j'ai peut-être été un peu dur. Les sacs d'épaule... Non, c'est pas dur. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que un sac d'épaule va être très souple, et souvent c'est le cas, mais il y a des critères aussi qui peuvent orienter. Du coup, il y a des fonds qui peuvent être caoutchoutés, ce qui va faire que quand on va poser son sac, déjà sur une surface humide, on sait qu'on va pas le mouiller. C'est tout bête, mais enfin non, c'est pas tout bête en fait. C'est un vrai critère. Et il y a aussi après chez Shimoda, un de mes sacs, donc c'est un sac outdoor Shimoda première version, Action V50 je crois. Et il y a un arceau tout le long.
un arceau quoi, qui est vachement rassurant en fait parce que ça rigidifie le tout avec à l'intérieur un compartiment matelassé pour le matériel photo. Donc finalement, les sacs à dos peuvent être aussi rigides et protecteurs, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu parles de rigidité et de solidité. En effet, Shimoda a fait beaucoup, beaucoup d'innovations là-dessus. Mais une chose dont on n'a pas parlé, c'est on parle de rigidité, solidité, portage. Donc on vient porter du matériel lourd. Quid des femmes photographes? Ah ben c'est très. Alors tu as tout à fait raison parce que je voulais rebondir là-dessus quand on parlait des bandoulières. Et c'est là ouais. où Shimoda a Think eu. aussi, non? Think commence en effet à y penser, mais Shimoda a eu de belles innovations récemment, notamment grâce à des bretelles qui s'adaptent à la corpulence de chacun et de chacune. Et par exemple, typiquement, vous achetez un sac Shimoda, vous pouvez choisir la bretelle qui correspond à votre corpulence et qui ne vous serrera pas par devant ou sur les côtés. Typiquement, ils ont également sorti une gamme qui est directement dédiée aux femmes avec l'intégralité du coup des volumes disponibles, mais qui s'adapte à la morphologie. Donc, ce qui fait que, et c'est là où on a une histoire, on va dire un petit peu drôle, où on a une ambassadrice chez nous, Shimoda, qui est venue nous voir en disant moi j'ai un problème, je suis très petite, j'ai beaucoup de matériel et aucun sac ne me convient. Donc du coup, ce qu'on lui a fait, elle se reconnaîtra, c'est Ananda Wildlife. Ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a proposé un sac avec la contenance qui lui convenait et on a adapté les bretelles qui convenaient à sa corpulence. Et aujourd'hui, elle en est ravie. Bon, parfait. Alors, pour terminer cette discussion, on va vous faire une sélection de produits. 5 sacs différents qui vont rentrer dans les différentes catégories ou familles que l'on a évoquées juste ici et qui, selon nous, sont très intéressants en fonction des usages et des photographes à qui ils se destinent. Alors, on va démarrer en écoutant le témoignage du photographe Frédéric Stuss, qui n'utilise qu'un seul type de sac devenu presque légendaire pour de très nombreux photographes et même au-delà. Alors, je pense qu'on peut dire que je suis un fou furieux de sacs photo, à tel point que je pense que ma nana se moque de moi, même si j'avoue que je me suis un tout petit peu calmé quand même. Ce qui est important pour mon sac photo, il faut qu'il soit vraiment, donc évidemment qu'il ait une belle gueule, mais surtout qu'il soit increvable et qu'on n'ait pas peur de sortir avec, pas peur de l'abîmer. C'est pour ça que de ne pas avoir un sac trop luxueux, parce qu'on a peur de le salir avec la moindre tâche, mais d'avoir un sac vraiment qui puisse prendre la pluie, la boue, le ketchup qu'on renverse, etc., etc. Alors j'ai beaucoup de sacs photos, j'en ai revendu un récemment. C'était un des premiers que je m'étais acheté, c'était un Donkey, le classique reporter, je crois que c'était un F2 ou un truc comme ça. Mais mes sacs fétiches, je dis mes sacs, parce que c'est vraiment les Billingham et c'est un peu ridicule, mais je crois que j'ai toutes les tailles de Billingham, du tout petit au plus gros, à l'énorme. J'aime beaucoup sur les sacs photos qui ne ressemblent pas justement à des sacs photos, qu'on puisse passer incognito. Alors pour ces sacs-là, évidemment, entre photographes, on sait très bien ce qu'il y a dedans, enfin ce qu'il peut y avoir dedans, mais j'aime beaucoup cette discrétion, contrairement à d'autres sacs qui sont peut-être mieux faits, plus agréables à porter, etc. Mais on voit tout de suite que c'est un clignote photo. Donc en fait, je pouvais prendre le sac en fonction de la prod que j'ai à faire. Et de pouvoir, ça m'est déjà arrivé par exemple de prendre un gros Billingham en mettant tout dedans, le Mac, les boîtiers, les optiques, le casse-croûte et tout ça, et prendre un deuxième Billingham où je pourrais mettre juste ce dont j'ai besoin pour la prise de vue. Donc j'alterne. On remercie naturellement Frédéric pour son témoignage, que vous pouvez d'ailleurs entendre plus longuement dans une émission masterclass dédiée au portrait qu'on a réalisée avec lui en saison 4.
Frédéric a aussi beaucoup d'actualités en ce moment avec des expositions. On peut le retrouver au Pavillon Carré de Baudouin à Paris avec une exposition qui s'appelle Le Serment d'Opéra du 17 mai au 21 septembre. Au Quai de la Photo du 11 mai au 15 septembre dans une exposition qui s'appelle La Source. Et évidemment, en ce moment, dans la grande exposition à la BNF François Mitterrand, La France dans leurs yeux. C'est marrant quand même parce qu'il y a des sacs photos. On ne sait pas trop pourquoi. Ça devient carrément des légendes. Ils évoluent pas et ils sont toujours dans l'air du temps, ils sont toujours beaux, ils sont toujours désirables. Alors, c'est le cas des Billingham, bon, c'est mon avis personnel. Le Domquet qui a été cité plusieurs fois depuis le début de cette émission. Ça dépend pour qui. Moi, Billingham, j'ai essayé. Je sais que c'est pas pour moi. Voilà, donc c'est bien. Mais c'est le luxe aussi de pouvoir être dans ce milieu de la photo où on peut tester des produits en avant-première, etc. Moi, le Billingham, je sais que c'est pas fait pour moi. Je trouve que c'est pas sobre d'ailleurs. Je trouve que c'est un sac qui fait photographe. Pour le coup, quand on le voit, on sait que c'est un sac de photographe, un peu trop ancien. Enfin, ça, c'est mon avis. Je préfère les rétrospectives de Think Tank qui sont pour moi beaucoup plus discrets. Beaucoup plus sobre et plus confortable aussi. Mais il y a beaucoup de puristes du Billingham et ça reste un incontournable et un classique quoi, de la photo. C'est clair. Ils sont souvent associés à Leica. Voilà. Nous, Oui, on a la chance de le distribuer en Espagne. On le distribue pas malheureusement en France, mais on distribue Billingham en Espagne. Et il est très, très, très souvent associé aux Leicaïstes qui ne jurent que par Billingham, comme ils ne jurent que par leur Leica. Puis ils ont fait des déclinaisons en différentes couleurs. Il y a le cachet Made in England. Voilà, ils ont fêté leurs 50 Il y ans a tout un peu de storytelling qui va autour, qui appuie sur ce côté un petit peu légendaire. Quoi. À l'image de Leica, il y a un prestige qui s'est développé tout autour de la gamme et tant mieux. C'est un peu comme le Brompton en vélo. Voilà. Pour faire une référence à l'Angleterre aussi. C'est une histoire de famille. Ça a été créé par le grand-père, puis repris par le père, et maintenant c'est les enfants qui sont à leur tête. J'ai eu la chance de rencontrer le petit-fils du coup, et ils ont une quantité limitée dans l'année. C'est pour ça que vous n'en trouverez pas partout, ni dans tous les coloris, etc. Ils ont une quantité limitée à, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 000 exemplaires à l'année. Pour le monde entier. Pour le monde entier. Ah, ok. Ça vient de la capacité de production, parce que on est sur de l'artisanat, en fait, là, tout simplement. Oh, puis ça, par contre, ça se sent quand on manipule les objets. Tout est fait de main. C'est aussi pour ça que ça plaît. Très bel ouvrage. Ouais. Mais pareil, en termes d'accessibilité, il y a à redire. Enfin, me concernant, mais voilà. On n'est pas là pour faire un test. Confort, machin. Il y a plein de trucs à dire. Mais ils sont beaux. On parlait de coup de cœur. Tu parlais de coup de cœur tout à l'heure. Je crois que c'est ça. On a chacun nos coups de cœur et le coup de cœur de l'un et pas celui de l'autre. Tu vois, moi j'ai craqué il y a pas si longtemps que ça pour un beau Billingham, une occasion à saisir. Le sac était magnifique. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai revendu parce que c'est totalement pas pratique, ça fait mal partout, enfin c'est l'enfer. Il était juste beau. Alors il servait à une chose, un usage dont on n'a pas encore beaucoup parlé dans cette émission, c'est que finalement le sac photo ne sert pas que à transporter du matériel photo, mais sert aussi très souvent à le ranger, tout simplement, chez soi. Bref, parenthèse fermée. On continue et on parle pas, non pas d'un sac épaule ou bandoulière, mais d'une valise. Une valise qui permet de transporter en toute sécurité beaucoup de matériel, notamment en avion et en cabine, pour limiter les risques de casse à cause des manipulations violentes en soute. La marque Think Tank, on l'a déjà dit, s'est fait une spécialité dans ce genre de valise. Et on écoute le témoignage de Jean-Michel Krief de la boutique Objectif Bastille, nous parler du modèle emblématique haut de gamme Airport International V3. La valise internationale de chez Think Tank, c'est vraiment le modèle emblématique. C'est le premier sac qu'a proposé Think Tank. Et à l'époque, le président Doug Murdoch était venu nous voir en France. Doug est une personne qui avait été directeur marketing chez Loewe Pro, qui a créé cette marque en se disant « je vais créer une marque pour les photographes et par des photographes ». Et donc, les personnes qui ont conçu ces sacs-là et ces valises, en l'occurrence la valise internationale, sont des photographes
qui voyageaient beaucoup aux États-Unis, des photographes de presse, et qui avaient besoin d'une valise qui soit non seulement extrêmement fonctionnelle, ça c'est sa première qualité, et la deuxième, c'est d'être très robuste. Alors, la gamme internationale, elle a la taille exacte de la taille cabine standard chez les plus grandes compagnies que sont Air France, Lufthansa, British Airways. C'est vraiment la taille exacte. Donc, vous la mettez dans le gabarit, elle rentre juste. Et au fil du temps, cette première valise qui était déjà, alors je vais dire, à 90% identique à celle qu'on a aujourd'hui, a évolué. Il a mis des roues qui étaient beaucoup plus solides, et c'était des roues inspirées des roues de roller, et puis beaucoup de poches, beaucoup de petits accessoires qui permettaient de la rendre vraiment extrêmement pratique. Une chose toute bête, c'est eux qui ont inventé la possibilité, avec un câble métallique, d'attacher la valise. C'était en fait, l'idée, c'était de dire, quand vous arrivez dans un centre de presse, vous allez attacher votre valise pour pas avoir besoin de l'avoir toujours autour de vos jambes, et pour être sûr que personne ne vous la prenne. Voilà. Et une des caractéristiques aussi qui nous a vraiment plu dans ces valises-là, et qui était assez novateur à l'époque, c'est que la conception très robuste fait que quand vous chargez énormément la valise, une valise comme une internationale V3, quand elle est remplie, elle peut faire 12, 13, 14 kilos. Et quand vous la prenez à 12, 13, 14 kilos, elle ne se déforme pas. Et ça, même avec le temps, elle ne se déforme pas. Et ça, c'est un véritable atout pour ce type de valise. L'autre point important de cette valise, c'est que les roues sont garanties, la poignée est garantie, c'est des pièces d'usure qui peuvent être changées, et gratuitement par Think Tank si elle a été détériorée. Et aujourd'hui, avec le temps, avec l'expérience, nous en avons vendu à beaucoup de photographes et d'agences de presse, des agences comme Reuters, à l'AFP bien sûr, et également des chaînes de télévision. France Télévisions utilise aussi également ces valises-là. Et on les trouve beaucoup chez les loueurs, justement pour leur fiabilité et leur robustesse. Et c'est devenu la valise sûrement emblématique pour emporter le plus de matériel possible et de façon le plus safe possible. C'est vrai ça que si on a un problème avec le trolley d'une valise Think Tank, on peut la renvoyer en SAV, elle est réparée, ou ils nous envoient une nouvelle valise? Comment ça se passe? Non, c'est même plus simple que ça. C'est-à-dire que l'intérêt de toutes les valises Think Tank, hein, il n'y avait pas que ce modèle-là. C'est sûr que ce modèle-là est emblématique parce que, comme le disait Jean-Michel, elle fait pile poil la dimension d'un bagage cabine. En Europe, du moins, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est pour ça qu'il y a un modèle un peu plus grand qui existe aussi chez Think Tank. Mais c'est vrai que pour voyager en Europe, c'est celle-ci vraiment qui fait référence. Le gros intérêt, c'est que toutes les pièces effectivement d'usure, typiquement les roues ou la poignée trolley, mais également aussi les pièces de protection. Vous avez des pièces moulées en plastique sur le sur côté, les coins, ouais. Qui permettent de protéger contre les chocs, tous les angles, que ce soit sur le côté ou sur le dessous. En fait, elles sont toutes vissées, elles ne sont pas rivetées, contrairement à d'autres marques. Et donc, vous pouvez les changer en fait vous-même. Et donc, au lieu de renvoyer la valise, comme tu le disais, Arthur, en fait, on peut simplement demander, donc, en contactant soit Think Tank directement, soit son distributeur, et en envoyant une photo en disant bah voilà, j'ai un problème avec ma valise, la poignée s'est bloquée, ou j'ai une roue qui a un problème. Nous, on vous renvoie un jeu de roues, on vous renvoie une poignée et vous la remplacez vous-même. Donc c'est relativement simple, hein. Un bon tournevis, et si besoin, il y a même des instructions. Et vous le faites vous-même. Vous n'avez pas besoin de renvoyer la valise. Mais ça, c'est un critère d'achat aussi, hein. Et pour s'inscrire dans la durée sur un produit, je trouve que c'est. Et ça rejoint, mais ça rejoint vraiment notre thématique première, hein, à savoir la durabilité et l'éco-responsabilité, mais la durabilité. Think Tank, leur leitmotiv, leur motto, c'est vraiment de se dire, moi je veux un produit, vous achetez le produit, il n'est pas fait pour durer 4, 5, voire même 10 ans, il est fait pour vous accompagner sur toute votre vie professionnelle. À savoir que effectivement, les premières valises Think Tank, aujourd'hui, elles ont plus de 15 ans. Il y en a encore beaucoup qui sont utilisées quotidiennement. J'ai même des retours, moi, de personnes qui me disent, moi, ma valise, elle a 10 ans,
Quand je la montre à d'autres photographes, ils ont l'impression qu'elle est récente parce que c'est des petits détails, mais qui ont leur importance. C'est-à-dire que les roues, effectivement, ce sont des roues, c'est les mêmes roues qu'on peut trouver sur des rollerblades, donc avec des roulements à billes qui sont étanches et qui sont silencieux. Et ça paraît anecdotique, mais quand vous êtes toute la journée à transporter votre matériel, le fait d'avoir une valise qui roule bien, qui ne fasse pas de bruit, eh ben, c'est très appréciable. Et effectivement, le fait de pouvoir se dire, si j'ai un problème avec, parce que voilà, hein, on le sait, et chez Think, ils le savent bien aussi, hein, que les agences de presse et autres ne font pas forcément très attention aux valises. Ils descendent des escaliers avec, ils les chargent un peu trop rapidement, ou ils les chargent beaucoup, et puis ils les balancent un peu trop rapidement comme ça dans un coin, et forcément ça travaille. Des fois la poignée elle peut prendre un choc, et puis à ce moment-là elle va gripper un peu. Donc malgré ça, s'il y a le moindre problème, les pièces sont remplacées, et en plus elles sont remplacées gratuitement. Moi, je voulais rebondir là-dessus et pour vous donner un petit peu une avant-première, notamment en entendant parler Jean-Michel qu'on connaît très bien. Vous savez tous que cet été, on va avoir un été très sportif à Paris. Et Digitaccess s'associe du coup à Objectif Bastille par l'idée de Think pour créer un centre de service à destination des professionnels qui seront présents on va agrandir du 1er juillet au 15 septembre et qui pourront gratuitement via une landing page qu'on va soumettre, qu'on va lancer. On va communiquer grandement dessus dans quelques semaines, mais Think en fera partie et d'autres marques également que l'on distribue. On va venir par des petits services, notamment Think avec la rechange de pièces en express, venir aider les professionnels qui seront là pour cet été sportif. Génial. Très bonne nouvelle. On continue maintenant avec un autre sac. Un sac bandoulière Benjamin. Un petit sac que toi et moi, on a littéralement adopté. Il s'agit du... Pas le même, hein, mais on en a un chacun, c'est vrai. On en a un chacun. On n'a pas la même couleur, mais on a le même modèle. On se le partage pas. Il s'agit du Vendeur Rogue Sling, un sac photo de tous les jours extrêmement bien pensé qui permet de transporter affaires personnelles et un petit kit hybride. Benjamin, je te laisse nous parler de ce sac. Nous parler, moi ce que j'aime bien sur ce sac, c'est sa compacité, son accessibilité, son look, la texture, enfin beaucoup de choses dont on a parlé. Et c'est vrai que pour certains usages, il est très très pratique parce qu'il est tout petit. Donc quand je veux prendre juste par exemple un X100 avec une tablette et une bouteille d'eau qu'on peut glisser sous le dessous, ça suffit amplement. Maintenant, il a ses limites aussi. C'est-à-dire que quand on veut un peu plus, tu vois, pour venir à l'enregistrement avec l'ordinateur 14 pouces... Ah bah non, c'est pas fait pour. Hein. Bah si, c'est fait pour. Ouais. Il y a un emplacement pour l'ordinateur. Ouais, non. Et c'est là les limites du sac, c'est que c'est possible, mais pour moi, ça ne tient pas. Parce que là, la promesse n'est pas tenue, parce que autant les coutures sont de qualité, on peut dire qu'elles vont résister à une petite pluie, mais vu ce qu'on s'est pris ce matin, je n'ai pas pris celui-là, j'ai pris le Think rétrospective avec la housse dont on parlait tout à l'heure, parce que là, je ne me serais pas senti en confiance avec cet ordinateur, bien qu'il soit rangé dans une housse lui-même, qui dépasse, tu vois, et pas protégé par une housse. Donc, il a ses limites aussi. Donc, je vais l'utiliser que dans un cadre vraiment ultra léger, config minimaliste. Mais voilà, il répond pas à tous les usages. Mais il répond déjà à certains, ce qui est très bien. Vous avez des modèles équivalents que vous proposez chez Digitaccess ? En sling, Ouais. oui. On a cité Peak Design. On a cité Peak Design qui ont sorti leur sling il y a déjà plusieurs années. Hein. À l'origine, même si ma mémoire est bonne, c'était du 5 litres et du 10 litres en version 1. Ensuite, ils sont passés sur de la version 2 avec un plus petit modèle, un modèle 3 litres et un modèle 5 litres. Donc, les premiers, c'était du 6 litres, donc 6 litres et 10 litres. Et ensuite, on est passé sur du 3, 5 et 10. Donc ça, ce sont des modèles qui sont
qui se sont très bien vendus et qui se vendent encore très bien. Effectivement, je pense, vous me direz, je ne peux pas être objectif puisque je suis le distributeur, mais je pense que ça a vraiment relancé le sling et que des marques comme celles qu'on vient de citer, mais OneDrive, également, c'est clairement inspiré de ça. mais également c'est sûr. beaucoup d'autres. Je vois même dans les marques que nous distribuons comme Tenba, etc. Tout le monde a sorti ses slings, a voulu surfer sur le marché du sling. Alors effectivement, je pense que, comme tu le disais, Benjamin, c'est vrai que c'est une solution intéressante quand on veut faire une sortie avec peu de matériel, ou du moins un matériel type, effectivement, comme tu disais, compact expert ou petit hybride. Olympus PNF. Ou alors ou un GM5, comme tu en parlais l'autre jour, que j'ai encore utilisé il n'y a pas très longtemps. Le GM5 que j'ai conservé et qui est un truc absolument formidable. Et qui est très pratique. Donc voilà, donc d'avoir ça dans une petite pochette comme ça contre soi, c'est assez rassurant, voilà, de l'avoir contre soi. Et puis c'est surtout qu'au moins on voyage léger. Après, voilà, les slings, comme tu le dis, comme chaque sac, ont leurs limites. Et effectivement, dès lors qu'on veut embarquer plusieurs optiques ou y rajouter une tablette, une bouteille d'eau et autres, là, effectivement, après, on va vite basculer sur le sac à dos. Ouais, mais c'est tout bête, quand on est dans des transports en commun notamment, ou en milieu urbain, de pouvoir ramener le matériel devant soi et l'avoir sous ses yeux, même si on a un sac à dos qui propose un accès par l'arrière au matériel. Il y a quand même toujours d'autres espaces, d'autres logements qui peuvent être ouverts à son insu. Eh ben, ça rassure, quoi. C'est tout bête, mais c'est un critère là aussi. Oui, c'est pour ça que dans les transports, souvent, voilà, on remet le sac à dos à l'envers, on le met devant soi pour être rassuré. Bon, c'est vrai que le sling... C'est moins pratique. C'est moins pratique, voilà, et moins confortable. Allez, on change de catégorie et on passe sur un sac à dos technique de terrain. Le modèle ultra haut de gamme de Shimoda, l'Action X70 HD, que le photographe animalier Nicolas Dubois utilise pour ses expéditions dans la nature. On écoute son témoignage. Moi, pour la photo et la vidéo en montagne, j'avais jamais pris de sac photo avant, parce qu'en fait, les sacs de randonnée, ils remplissaient beaucoup plus mes besoins, ils correspondaient beaucoup plus à mes besoins que les sacs photo. C'est la première fois qu'avec le X70, j'arrive à ne plus vouloir prendre mes sacs de rando, tout simplement parce que les sacs de rando, au final, ils sont super bien pour les épaules. Voilà, ils s'accrochent bien au bassin, ils sont très pratiques, ils sont confortables, mais alors aucun effet pour la photo. C'est vrai que ce sac, moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser dans vraiment beaucoup de conditions et un peu partout en France. En montagne, dans le Jura, dans les Alpes, dans Paris, sous l'eau, en forêt, dans les marais. Alors vraiment, je l'en mets un petit peu partout. Et je crois que je pourrais plus revenir en arrière. Et effectivement, c'est un sac haut de gamme parce que du coup, il remplit un petit peu tous les critères dont j'ai vraiment besoin moi pour me sentir bien dans mon activité et qui me permettent d'avoir les résultats aussi en images derrière, de pas faire trop de sélection sur le matériel, de pouvoir emmener beaucoup de choses et de le protéger, donc d'avoir moins peur. Je peux mettre un trépied, je peux mettre mes micros, je peux mettre mon drone, je peux mettre un téléobjectif, je peux mettre toutes mes batteries et en plus de ça, emmener du matériel de camping en fait. Donc c'est vraiment, en fait, ça répondait vraiment à mes besoins à moi. Et c'est-à-dire que je l'emmène même hors mission, disons, animalière, terrain, montagne. Je l'emmène même sur mes prestations vidéo, donc pour des clients, parce qu'il permet de tout prendre. J'ai pas besoin de prendre de valise à côté. Et donc quand on va de voiture en voiture, de 4x4 en 4x4 ou quoi que ce soit d'autre pendant des missions, en tout genre, ça permet d'avoir tout sur soi. Bon, je pense que tout est dit. Pour ceux qui n'ont pas forcément besoin non plus des 70 litres, il y a des modèles intermédiaires, c'est ça, en termes de taille ? Alors la gamme Action X, oui, c'est la gamme la plus large, puisqu'on a des tailles qui commencent à 25 litres. C'est une nouvelle taille d'ailleurs dans la version 2. On a deux nouvelles tailles, le 25 et le 40. Donc on va avoir le 25, le 30, le 40... Non, pardon, le 25, le 40, le 50 et le 70. Donc le 70, c'est vrai que c'est une belle bête. Par contre, ce qui est vraiment intéressant avec le 70, justement, avec ces histoires de compartiments amovibles, on a la possibilité dans le 70 de pouvoir venir mettre des nouveaux compartiments qui ont été mis à jour. Et là, on en parlait tout à l'heure,
les produits changent, les optiques changent. On a l'arrivée de nouvelles optiques, les 200, 600, etc. Donc, les compartiments d'ancienne génération n'étaient pas forcément compatibles avec ces nouvelles optiques. Et donc là, Shimoda en a tenu compte parce que c'est important aussi, hein, d'une manière générale. La marque est obligée de tenir compte, bien sûr, du marché, mais aussi du retour de ses utilisateurs dans la conception de ses produits. Donc, là, ils ont eu une demande, effectivement, pour le 200-600. Donc, aujourd'hui, tous les nouveaux compartiments acceptent les 200-600. Et dans le 70, on a possibilité de mettre des compartiments qui permettent de mettre jusqu'à un 600 mm. Alors, soit non monté, ça c'est la version XL DV qui est livrée en standard, donc dans le starter kit du 70. Mais on a également une nouvelle version XXL qui permet de pouvoir monter directement le boîtier avec le 600 mm et de pouvoir le sortir par le dessus. On parlait tout à l'heure, Arthur, tu parlais d'accessibilité. C'est vrai que un animalier qui va avoir, donc, parce que transporter j'en ai pas personnellement, mais un boîtier avec un 600 mm, j'imagine que ça pèse déjà un certain poids. Le fait de l'avoir dans son sac à dos, c'est top. Le fait de pouvoir le sortir rapidement, c'est encore mieux, parce que si effectivement on est en train de marcher et qu'on a un cas qui se présente, un cas de photographie, un animal qui se présente et qu'on souhaite pouvoir le prendre rapidement, on a besoin d'avoir cette accessibilité. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sacs qui proposent cette option. C'est vrai. Et tout à l'heure, on parlait du capture, donc capture clip qui peut se mettre sur les sangles du Shimoda Urban Explore, si je me trompe pas, de dénomination. Est-ce qu'on peut le faire aussi sur ces gammes-là? Est-ce qu'on peut mettre le capture clip sur ces sangles? Ou alors, toujours pas, parce que moi j'ai la première version. C'est une question intéressée. Ouais. J'ai la première version de cette gamme de sacs et c'est pas possible, en fait, tout simplement. Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est un problème qui revient surtout quand tu marches. C'est des sacs qui sont faits pour la version 3 du capture. Effectivement, ils ont voulu le réduire pour qu'il soit un peu plus ergonomique, un peu plus aussi design. Mais effectivement, ils ont réduit la largeur de la bretelle, on va dire, compatible. Et effectivement, en ce qui concerne Shimoda, donc, ils ont sorti effectivement cette fonctionnalité sur le nouvel Urban. Et de ce que je sais, ils vont proposer des bretelles, justement, comme l'avantage de Shimoda, c'est que les bretelles sont amovibles, de pouvoir proposer des bretelles qui sont adaptables aussi, des nouvelles bretelles qui sont adaptables sur les sacs actuels. C'est déjà ça. D'où l'intérêt d'avoir un système justement de bretelles amovibles qui permet, comme on le disait tout à l'heure, pour une femme de pouvoir adapter les bretelles à sa morphologie et puis aussi de pouvoir les changer parce qu'il y a trois types de bretelles différentes en fonction de si on souhaite avoir quelque chose de discret ou de plus large avec une poche pour mettre par exemple son téléphone, etc. Donc là c'est vraiment à la carte. Encore une fois, on le disait, on a à la fois à l'intérieur avec les compartiments, mais aussi avec l'extérieur. Oh, puis les ajustements dorsaux sont hyper bien foutus selon la taille de la personne qui le porte aussi, entre S, M, L. C'est pas la seule marque qui fait ça, Love Pro le fait aussi sur des sacs comme ça, fait pour du baroud, mais c'est appréciable pour le confort et le portage. Ça explique en partie le prix, parce qu'effectivement, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais c'est vrai que je crois que c'est Nicolas qui le disait ou Achille qui le disait tout à l'heure, on arrive sur des sacs à 400, 500, 600 euros. Sacrée somme. 600 euros, alors 600 euros, c'est le 70, c'est le plus grand, effectivement. Je vais prendre un exemple concret, même si vous dites un sac à 500 euros, certes, c'est une somme, mais c'est un investissement. Aujourd'hui, quand vous achetez un sac, vous dites, je vais mettre 500 euros. Mon sac, si je vais le garder 10 ans, c'est 50 euros par an. Si je mets 3, 4, 5 000 euros de matériel, ça représente pas grand-chose par rapport à la valeur de votre matériel, et surtout s'il lui arrive quelque chose. C'est-à-dire que si vous tombez en rando, vous prenez une averse, etc., si vous achetez un sac qu'au bout de 2 ans, vous avez la fermeture éclair qui lâche, ou vous avez une couture qui se défait, alors certaines marques les prennent sous garantie, d'autres non. La résistance, mais en fait, quand vous achetez un sac, certes, la première chose qu'on voit, c'est le design, on regarde les poches, on regarde le compartiment, etc. Mais on ne se rend pas compte des matières, effectivement, des caractéristiques
des matières, etc. Et tout ça, ça a un coût forcément, hein. Les 400 €, les 500 €, il y a une grosse partie qui est due au design, qui est due aux matières, aux matériaux, qui est due aussi à la qualité de fabrication, parce que ça fait partie de la qualité. Si aujourd'hui, la personne qui va faire les coutures n'est pas qualifiée, eh ben, la couture, on sait que quand vous allez commencer à charger votre sac, surtout les bretelles, si la bretelle commence la couture de la bretelle commence à s'arracher, vous allez vous dire, je vais pas reprendre mon sac, j'ai pas envie que mon sac lâche quand je suis au milieu de ma rando, quoi. Donc c'est un investissement, c'est un coût, mais comme tout ce qui est de qualité, ben, une fois que c'est un investissement, et au moins vous savez que votre produit, votre matériel est à l'abri, et vous savez que votre sac, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit pour les valises ou autre, vous savez que c'est un produit qui va durer, et que vous n'allez pas être obligé de remplacer au bout de quelques années parce que la fermeture va lâcher, ou que l'embase, le bas du sac va prendre l'eau, va s'user parce qu'à force de le poser sur des rochers ou autre, ou dans la neige. Donc ça, c'est important de se dire, voilà, je vais le garder longtemps, et au moins mon matériel va être protégé. Et pour finir, se dire, bah voilà, ça va pas finir dans 5 ans, ça va pas faire un déchet supplémentaire, et je vais être obligé de racheter un autre sac, parce qu'à ce moment-là, mon budget initial, il sera multiplié par 2. Mais c'est de moins en moins une question, je trouve. En tout cas, que les magasins nous remontent, nous, en tant que Le prix, tu distributeurs. veux dire? Le prix. Ah oui? On est plus sur des questions d'usage et d'adaptabilité, plus que de prix, dans le sens où on est de plus en plus entraîné dans une consommation de durabilité, d'éco-responsabilité. Ça a commencé par la nourriture, puis les vêtements, mais maintenant les gens veulent un produit qui dure, qui respecte l'environnement et qui respecte leur matériel. Et ils sont donc conscients que ça a un coût supplémentaire et que si ton sac à dos est fait main et avec des matériaux qui sont respectueux de l'environnement, on va pas pouvoir trouver ça à 100, 150 € pour transporter du matériel, ou parfois on peut aller jusqu'à 15 ou 20 000 €. C'est pas ça, les gens sont de plus en plus conscients de cet effort, et c'est même plus un effort pour eux, ça devient logique. Oui, ça fait partie de l'investissement du matériel photo, en fait, hein. Et pour terminer, on reste dans l'univers des sacs à dos, mais avec un modèle beaucoup plus urbain, le Peak Design Everyday Backpack, qui, comme son nom l'indique, sert aussi bien pour du matériel photo que pour les affaires du quotidien. Victor, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce sac en particulier est devenu un best-seller avec le temps? Pourquoi il est devenu un best-seller? Je pense que c'est pas ce sac particulièrement qui est devenu un best-seller, mais c'est vraiment l'écosystème Peak Design qui est devenu incontournable. On peut le comparer un petit peu à Apple. Une fois que vous avez mis le pied dans l'écosystème Peak Design, vous pouvez plus en sortir. Dans le sens, vous avez un capture clip, vous avez votre sac qui va être l'everyday pour l'urbain, vous avez votre sac de voyage, les pouches que vous avez dans vraiment tous les sens pour votre trousse de toilette, pour les petits accessoires, etc. Et c'est vraiment ça que Peak Design met en avant. Et ensuite, ça a été un des premiers sacs à vraiment être le plus discret possible, à mon sens, et à matcher avec le train de vie des personnes qui vont au travail. Parfait. Il faut rappeler aussi que quand il est sorti, donc ça fait déjà quand même... là, on est à la V2, hein, mais la V2 a déjà quelques années, donc la V1 encore plus. C'est que, outre bien sûr le design, hein, on le sait, hein, d'ailleurs ça figure dans leur nom, c'est pas anodin. Ils cherchent vraiment à proposer le meilleur, mais surtout avec un design qui plaît beaucoup.
Et c'est les fameuses ouvertures, avoir plutôt que de charger sur le devant ou l'arrière, comme ça se fait depuis, j'allais dire, plusieurs générations, le fait d'avoir des ouvertures sur les côtés, de charger sur les côtés, ça a été relativement nouveau. C'est vrai que quand on nous l'a présenté au début, le premier bagage chez Peak Design, c'était un Messenger, donc on va dire, outre le design, mais le chargement se faisait sur le dessus de manière classique. Mais le sac à dos, c'était vraiment novateur, et c'est pour ça aussi que chez Peak Design, les produits mettent des années à sortir, parce qu'ils travaillent énormément dessus. Il y a énormément d'allers-retours avec les utilisateurs pour avoir des retours d'expérience avant de lancer le produit en fabrication. Mais là, le fait de se dire, au lieu de charger au dos ou sur le devant, on va venir charger uniquement sur le côté. Alors c'est vrai que ça a perturbé beaucoup de gens. Mais comme tu le disais, Arthur, là, on n'était pas uniquement sur du sac photo, d'où le terme everyday, c'est-à-dire effectivement, c'est un sac quotidien que je vais pouvoir utiliser dans n'importe quelle circonstance, mais dans lequel je vais pouvoir aussi venir mettre mon matériel grâce aux ingénieux petits séparateurs là, en forme d'origami qui permettent de pouvoir fractionner et cloisonner très rapidement pour pouvoir mettre différents types d'optiques de configuration, et pourquoi pas mettre effectivement du matériel en partie basse et puis son entour en partie haute. Bon, allez, on va conclure sur ces mots. Merci Marc, merci Victor de nous avoir parlé avec autant de précision de cet univers si passionnant des sacs photos. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités.